Mes doctorants, je les voyais après peut-être tous les 2 mois. Dans le co-encadrement, il faut s'adapter non seulement à l'étudiant, mais aussi au co-encadrant. Ma motivation profonde a toujours été liée à une envie de donner une chance à un étudiant dont je crois au potentiel. Mon rôle dans l'encadrement, c'est que j'ai une habilitation à diriger les recherches et actuellement j'ai quelques doctorants en co-direction. J'encadre aussi des doctorants en tant que chercheur. Actuellement, jusqu'à maintenant, j'en ai encadré 2. J'encadre beaucoup d'étudiants en doctorat. Je co-encadre surtout. Co-encadrer un doctorat. Et je continue à co-encadrer actuellement 4 doctorants. J'ai pas encore d'habilitation à diriger des recherches, ce qui signifie que je co-encadre des étudiants. Moi j'ai une HDR, donc c'est l'habilitation à diriger la recherche. C'est un diplôme qui permet aux chercheurs, aux maîtres de conférences, au personnel académique, d'être officiellement encadrant de thèse. Quand on a l'HDR, donc on peut officiellement encadrer une thèse. Quand on l'a pas, on peut co-encadrer avec quelqu'un qui en a une. Bon, ça c'est un peu le formel. Après, en pratique, pour diriger un doctorant, il faut qu'il y ait un doctorant ou il y a un étudiant qui veut être dirigé. Je n'ai pas encore passé mon HDR, donc je n'ai pas officiellement le droit d'encadrer des doctorants. Je peux co-encadrer des doctorants, ce que j'ai fait une seule fois, mais c'était pas un encadrement officiel. Je pense qu'en général, la décision d'accepter d'encadrer une thèse se fait sur la base du sujet sur lequel un étudiant a envie de travailler et qui concorde avec les thématiques de recherche de l'encadrant. Mais je crois que ma motivation profonde a toujours été liée à une envie de donner une chance à un étudiant dont je crois au potentiel. Réaliser son plein potentiel en se lançant dans un travail de thèse et plus généralement dans une carrière de chercheur qui est quand même une carrière très particulière. Et il y a aussi essentiellement en économie, il y a nécessairement besoin qu'il y ait un financement de la thèse. Ce qui limite la possibilité de prendre beaucoup de gens en thèse. Comment décrirais-tu ton style de direction de thèse ? Alors là encore, je serais beaucoup plus intéressé par la réponse de mes étudiants que par la mienne. Mon style d'encadrement, qui est en fait qui correspond à ce que je crois être le mieux que je puisse apporter à mes étudiants, est fortement lié à ce que j'ai vécu en tant que doctorant. Et donc mon style d'encadrement, c'est d'être aussi disponible que possible sous des contraintes évidentes de calendrier, pour répondre à toutes les sollicitations de mes étudiants, tout en leur laissant l'autonomie et la liberté de ne me solliciter que s'ils en ont envie. Dans mon cas, c'est vraiment l'idée d'intégrer l'étudiant sur des projets qu'on a déjà, des questions qui animent mes recherches, et d'assister donc l'étudiant. Ce qui est important, c'est d'arriver à avoir le contact régulier. Et par rapport à ça, il y a certains étudiants en fait qui sont très demandeurs et puis d'autres qui le sont moins. Et donc c'est là où il faut s'assurer que l'étudiant qui ne demande pas, en fait, il est quand même pas non plus en perdition. Il faut vraiment, je crois, savoir s'adapter
au profil du doctorant. Il y a des doctorants qui vont aimer un travail très en autonomie, où si on les voit une fois tous les 3 mois, c'est largement suffisant, et ils trouvent leur voie de recherche, leur station de recherche, ils sont très autonomes, très indépendants. Puis il y en a d'autres où on est à la limite du micromanagement, où il faut vraiment avoir un rendez-vous toutes les 2 semaines, parce que sinon ils sont perdus, ils savent pas comment faire, il faut être un guide beaucoup plus structurant. Et donc là-dessus, il y a pour moi des ajustements sur... il faut essayer de réussir à s'adapter au style, mais ce sera jamais laisser l'étudiant se débrouiller tout seul pour trouver des questions de recherche, vaguement superviser la méthodologie. Ça pour le coup, pour moi, ça sera jamais le cas. Souvent, je n'impose pas de rendez-vous régulier. J'attends que le doctorant ou la doctorante me sollicite, parce que je me dis, voilà, je le laisse, on définit ensemble lors d'un rendez-vous des objectifs, des choses à faire pour la suite. Et après, je laisse le doctorant travailler sur ces sujets, etc., en fonction de ce qu'on a défini, et de revenir vers moi une fois qu'il considère qu'il a fini et qu'il a besoin de moi pour avancer pour la suite. Et globalement, j'ai l'impression qu'en faisant ça, mes doctorants, je les voyais après peut-être tous les 2 mois. Donc mon style de direction de thèse est de rechercher un truc qui soit mutuellement enrichissant et convivial. Voilà. Mais qu'il faut que le doctorant soit convaincu par lui-même de l'utilité de ses travaux et que de sa motivation. Et voilà. Et que moi je fournis pas ça. Donc je sais pas si c'est du coup c'est pas c'est plutôt une direction de thèse en se disant on va se placer à son niveau, donc on pourrait dire c'est horizontal. Ce qui est super important, c'est avant de débuter l'encadrement, avoir une discussion très transparente entre l'encadrant et l'encadré sur les attentes respectives. C'est-à-dire, moi, en tant qu'encadrante, qu'est-ce que j'attends de toi ? Et toi, parce que c'est une relation, hein, c'est pas unilatéral, toi, qu'est-ce que tu attends de moi ? Et c'est pas un one-shot, c'est pas juste on le fait au début et ensuite c'est fini. Je pense qu'il faut cette liberté de parole de la personne qui va être encadrée, pour qu'elle puisse se sentir libre de dire là je pense que j'aurais besoin d'un peu plus, là je pense que j'aurais besoin d'un peu moins, là je pense que j'aurais besoin de différemment. Ça veut pas dire que l'encadrant il va être capable de fournir et de répondre aux attentes, parce qu'il faut qu'on soit aussi nous en alignement avec ce qu'on pense être bien et juste, mais je pense que avoir une liberté de parole pour communiquer et faire des ajustements sur les attentes respectives, c'est super important. L'espace de parole, il n'est pas que sur la technique ou sur la recherche. L'espace de parole, il est aussi sur ça va pas, je suis perdue, je comprends pas le sens de mon travail, je m'épanouis pas, j'ai peur, je me sens illégitime. Parce que ça, c'est des problématiques auxquelles sont confrontés la plupart des doctorants de par leur statut. Il y a par exemple des encadrants qui donnent beaucoup de structure à leurs étudiants en leur donnant des deadlines, en leur imposant des rendez-vous réguliers, en exigeant d'eux que le travail soit accompli à une certaine date. Je me sens pas très à l'aise dans le fait de le faire, et donc c'est sûrement la première raison pour laquelle je le fais pas. La deuxième raison pour laquelle je le fais pas, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, je pense que un élément important de la formation pour devenir chercheur, c'est justement cette capacité à gérer soi-même les projets sur lesquels on travaille. Et donc j'aurais un peu l'impression de surprotéger mes étudiants en leur donnant un cadre qui va très rapidement disparaître une fois qu'ils seront devenus autonomes vis-à-vis de tout ça. Mais après, en tout cas j'espère, j'ai eu l'impression d'être assez présente quand ils me sollicitaient. Voilà, de relire leurs travaux, d'être assez présente enfin comment dire, impliquée dans la façon de les guider après dans ce qu'ils me demandaient, les retours qu'ils me demandaient. Ce qui s'est fait, c'est qu'une fois une personne m'a viré de la direction de thèse. Globalement, en fait, elle attendait, c'était un problème de communication, et elle attendait de moi que quelque part je la dirige vraiment en disant qu'est-ce qu'elle devait exécuter comme travaux, qu'est-ce qu'elle devait faire, les analyses qu'elle devait faire, etc., etc. Donc elle attendait quelque chose comme de la thèse, comme une vraie formation, un peu comme scolaire, quoi. Et je crois que je lui ai dit en l'engueulant que
moi je perdais mon temps à lui dire ce qu'elle devait faire comme analyse, j'allais plus vite en les faisant moi-même. Ça lui a pas trop plu, elle a demandé à la co-directrice de thèse principale de me virer, j'ai dit moi ça m'en allait très bien. C'est possible par exemple quand il y a des conflits de chercher à changer de directeur de thèse. Ça je pense que c'est quand même une bonne façon de faire. Et d'avoir un système au niveau de l'école doctorale qui fait que les doctorants, à un moment, peuvent parler de leurs problèmes avec leur directeur de thèse à d'autres personnes. Je pense que c'est fondamental que la hiérarchie, qui est très prononcée au début, ne vienne pas enlever aux doctorants la possibilité d'exprimer ses besoins. Souvent, et ça peut être un de mes défauts aussi, enfin, peut-être dans l'encadrement, je sais pas, mais quand je vais recevoir par exemple une première version d'un chapitre, moi je vais avoir envie par exemple de le réécrire, et je vois un peu comment il faudrait le réécrire, mais en fait il faut pas que je le fasse moi. Il va falloir que je sache expliquer au doctorant comment il doit le réécrire. Ça, c'est très difficile parce qu'en étant à la fois superviseur et chercheur, on a souvent une opinion assez forte sur cette question-là est intéressante ou elle l'est pas, cette façon de faire les choses, c'est la bonne ou c'est la mauvaise. Mais si on va trop loin, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas en train de former un doctorant, on est en train de produire des travaux de recherche avec l'aide d'un jeune collègue qui travaille plus comme assistant de recherche que comme doctorant. De se mettre au niveau de l'étudiant pour comprendre ce qu'il ne comprend pas et l'expliquer. Et ça on réalise pas, hein, mais ça je pense que c'est vraiment un aspect crucial, effectivement, de réussir à être clair. Parce que ça peut être intimidant aussi, on parle dans notre jargon, on a l'impression qu'on est clair. La personne nous demande de répéter, on répète dans notre jargon, puis la personne dit bon, visiblement, je vais pas obtenir mieux, elle a pas bien compris. Et puis nous on comprend pas parce qu'elle comprend pas. Enfin, ça c'est vrai que ça peut être des dynamiques un peu vicieuses au sens où on se rend pas compte qu'il y a un problème, mais il y en a un en fait. Et c'est vrai que parfois, je pense que je l'ai pas assez bien fait par simplicité. J'ai parfois trop réécrit moi-même au lieu. Voilà, il faut que j'apprenne, je pense aussi à mieux expliquer ce qu'il faut faire plutôt que faire moi-même, ce qui est un peu un challenge. Trouver cet équilibre qui consiste à donner des retours et donner une supervision qui permette d'accomplir son plein potentiel tout en respectant l'autonomie de la réflexion et de la production personnelle de l'étudiant, pour moi c'est l'équilibre le plus difficile à trouver. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut se remettre en question. Il faut savoir se remettre en question aussi en tant qu'encadrant. Quand on arrive en tant que doctorant, on découvre l'immensité de ce qu'on ne sait pas. Et ce qui est pire, c'est que plus on va savoir et plus on va savoir qu'on ne sait pas. Donc c'est un peu pervers. Mais voilà, on se retrouve face à cet inconnu et on se dit la tâche est immense, je serai probablement jamais à la hauteur. Et donc on peut être facilement perdu. Et donc je pense que l'espace de parole où les attentes, c'est pas forcément que d'un point de vue recherche. Ça peut être, voilà, moi là je suis perdue, j'ai besoin qu'on se voit beaucoup plus pendant cette période-là, ou j'ai besoin de souffler. Il faut que je prenne l'air, là j'en peux plus, j'arrive plus à débrancher, il faut que je parte un peu un mois me vider la tête. Et ça c'est pas de la recherche, c'est pas une asymétrie de connaissances. C'est juste laisser la possibilité aux doctorants de... Alors après on n'est pas des psys, hein, attention. Identifier les contraintes et les difficultés, pour moi c'est délicat si la personne n'exprime pas. Hein. Ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert. Si l'étudiant ne dit pas ses difficultés, ou peut-être qu'il ne les perçoit pas non plus, mais les projets peuvent stagner sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Ça c'est difficile. En fait, puis l'étudiant il doit gérer aussi des frustrations sur les trucs qui devraient avancer, qui n'avancent pas, du fait de l'étudiant ou du fait des difficultés extérieures qui sont multiples. Accompagner en fait là-dessus pour gérer la frustration, essayer de quand même apporter de l'éclairage sur tout ce qui va bien se passer après, parce que quand on est dans le dur et qu'il y a des difficultés, il faut quand même essayer de continuer à maintenir l'espoir en fait, pour qu'on aille jusqu'au bout. Voilà. Et puis des fois on est démunis comme l'étudiant, c'est-à-dire que si on a fait une expérience qu'on pense être la bonne,
mais les résultats sont difficiles à comprendre, eh bien, c'est difficile pour l'étudiant, c'est aussi difficile pour l'encadrant qui des fois n'a pas forcément la solution comme ça. Ouais. Et donc il faut savoir le dire en fait sans que ça devienne un problème dans la relation elle-même entre l'étudiant et l'encadrant. Dans le co-encadrement, il faut s'adapter non seulement à l'étudiant mais aussi au co-encadrant. Et en fait, s'assurer que l'étudiant il reçoit pas des informations contradictoires, ou bien s'il reçoit des informations contradictoires, être au courant de comment il peut l'arbitrer. Donc ce qui peut être difficile quand on fait du co-encadrement, par exemple, c'est si l'étudiant il est sur un problème, il ne faut pas que ça se transforme en un dialogue en fait entre les deux co-encadrants, sur lequel l'étudiant peut être largué parce qu'il n'a pas encore complètement la maîtrise des outils. En tant que chercheur, qu'est-ce que ça t'apporte d'encadrer des thèses? La première chose que ça m'apporte, c'est des idées. C'est extrêmement intéressant parce que on fait un métier où, entre collègues, quand on a des idées, on décide de lancer des projets sur les idées qu'on a eues. Et donc on voit apparaître les idées de nos collègues assez tardivement, une fois qu'ils ont commencé à maturer le projet et que c'est devenu, si ce n'est un projet abouti, au moins un début de projet de recherche. Quand on encadre un étudiant, on assiste à la naissance des idées, ça permet de réfléchir à des choses auxquelles on n'a pas eu l'occasion de réfléchir et auxquelles on n'aurait pas pensé soi-même. Assister à la naissance de ces idées, avoir l'occasion d'avoir des discussions sur la façon dont ces idées émergent, c'est vraiment une source de satisfaction. La deuxième, c'est que ça permet d'avoir des relations professionnelles très intenses avec des collègues qui sont d'une génération très différente de la nôtre, d'autant plus différente qu'on avance dans la carrière. Et c'est agréable parce que la façon de réfléchir, l'enthousiasme, je dirais la fraîcheur de la réflexion est complètement différente entre jeune étudiant et puis quelqu'un qui commence à avoir du métier. Parfois, en fait, on peut se retrouver à encadrer des thèses sur des sujets dont on n'est pas forcément spécialiste. Par exemple, typiquement, ma première doctorante qui était sur des questions d'environnement. Du coup, c'était un peu sur une littérature que je connaissais pas du tout. Donc, ça peut être un peu challenging parce qu'on se retrouve à devoir donner des conseils sur une littérature qu'on connaît pas. Mais en même temps, c'est bénéfique parce que d'une certaine manière, ça nous fait découvrir une littérature qu'on connaît pas. C'est pas évident. J'ai adoré cette expérience. Peut-être que je devrais commencer par ça. J'ai adoré. En fait, j'encadre. C'était pas extrêmement nouveau dans le sens où j'encadre énormément d'étudiants en master 1 et en master 2. Dans le master ici qui s'appelle économie et psychologie, on a des étudiants qui doivent faire des mémoires de master. Donc j'en encadre déjà beaucoup. Donc l'encadrement n'était pas du tout nouveau pour moi. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc ça n'a pas beaucoup changé en encadrant un doctorant. C'est vraiment sur le fond. C'est vraiment la rétribution à la fin, c'est le fond. Le fond, le contenu. J'ai l'impression d'avoir construit une connaissance. Bah ça c'est chouette.